Chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, salut à tous, fidèles à notre émission « Que sont-ils devenus ?» Émission au cours de laquelle nous accueillons une personnalité martiniquaise, ça peut être quelqu'un du monde sportif, du monde politique, etc. Ça peut être aussi, pourquoi pas, artisan, marin pêcheur, bref, quelqu'un qui fait vivre la Martinique. Et aujourd'hui, à mes côtés, j'ai monsieur Guy Lordino, que l'on ne présente plus, personnalité politique. Monsieur Lordino, bonsoir, bonjour, comme vous voulez. Bonjour. Bonjour Michel Timon. J'étais dans ma maison tranquillement en train de vivre ma retraite lorsque Zouk TV m'a déterré. Une première fois, une deuxième fois, je suis encore devant vous. Alors merci à Zouk TV de me sortir, de me ressusciter en quelque sorte. Voilà, monsieur Lordino qui a le sens de l'humour, hein, vous avez bien. Alors quand on parle de le principe même de l'émission, vous appréciez quand même. On remonte la carrière de la personne, de son vivant, on va pas, etc. Le principe. Oui, je suis favorable. C'est ce qui explique ma présence. Manuela, quand je suis venu récemment, m'a demandé si je voulais venir. Je dis bon, avec plaisir. Alors. Me faire connaître aux Martiniquais un peu mieux sous des aspects un peu plus personnels. Ça ne peut pas me déplaire. Voilà, aspect personnel. Alors là, je vous prends au mot puisqu'on va remonter aux origines. Guy Lordino, donc la famille Lordino, c'est le nom même Lordino, il vient d'où? Bien, ça fait quelque temps déjà. La première personne qui a eu ce nom de Lordino, c'était une esclave. Elle a eu ce nom-là à l'état civil de Sainte-Marie. Et puis, depuis, le nom a été transmis par à la fois mes grands-parents, donc Augustin Lordino et son épouse Maman Tintin, qui était ma marraine. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ma marraine, Maman Tintin, c'était une dame extrêmement rigoureuse et qui voulait que ses enfants, dont mon père notamment, aient un rang social intéressant. Alors. Et cette dame qui était très, très rigoureuse, très appréciée dans le quartier, on la soupçonnait, on l'accusait d'être une sorcière, d'être engagée. Ah, c'était prévu à ce point-là, justement, mais vous commencez bien. Donc, vous êtes ancré dans le terroir samaritain. Voilà. Alors, justement, M. Lordino, alors, je vois vous aurez bientôt 79 ans, c'est pas ça, hein? J'ai déjà eu 79 ans. Oui, cette année-là. Je suis dans ma 80e année. Ah là, je vais pas vous dire. On s'en vient quoi, hein, ça pas de problème. On va pas dire bienvenue à la retraite, bienvenue au club. Alors, cette Marie, terroir, le terroir exactement, pain de sucre. Oui. On connaît cette Marie le Bourg, mais l'arrière-pays. Pour vous, c'est un espace vraiment important, l'arrière-pays de cette Marie. Absolument, oui. Absolument. J'ai été élevé au quartier Pain de Sucre. Mon père a été élevé au quartier Pérou. Bon, et ma mère a été élevée à Saint-Jacques. Donc Saint-Jacques et Pain de Sucre. Donc nous sommes vraiment dans ce terroir samaritain où les gens sont nature, ils sont vraiment sincères. C'est un contact spontané. Oui, un contact vraiment très très intéressant avec ces gens-là. Et c'est là que j'ai grandi et que je suis resté jusqu'à l'âge de 17 ans, l'âge à laquelle je suis parti pour des études en France. Donc vous revendiquez évidemment vos origines rurales, ou c'est Boug, ou pareil, ou c'est Boug la campagne, mais tu es un homme du terroir. Mon sang de la campagne. Ah bon? Sur une campagne. Ça veut dire des gens qui vont dire ça, non, bon, ça on est de la campagne. Non, ça on est de la campagne. Mon père était instituteur, directeur d'école, directeur de l'école de Pain de Sucre, où il avait vraiment une autorité extrêmement forte, mais il était le seul fonctionnaire. Donc il était pratiquement dans le quartier. Il y avait trois notables. C'était monsieur Georges Renard qui avait une distillerie, mon père qui était là, et puis le troisième c'était un monsieur Drané. Alors mon père, j'ai été élevé en contact avec tous les enfants du quartier. Bon, la seule chose c'est que s'il pouvait parler le créole librement, mon pâté ne doit parler créole. Parce que le pâté a pas de camachal à dans ce baïta. On doit parler français. Oui. Bon. Alors, le père et la mère, alors? La mère était donc une mulâtresse. Elle était fille d'un gérant d'habitation, un gros gérant d'habitation, qui avait plusieurs habitations, non seulement à Sainte-Marie, et qui, de ce fait, compte tenu des moyens de transport qu'il avait, c'était son cheval, il était obligé de rester dans plusieurs communes où il y avait des habitations pour dormir. Et bien évidemment, il partait de l'hôtel, donc il allait dormir chez une femme, et il lui arrivait de laisser un enfant ou deux enfants à ses femmes. Donc, en gros, combien de frères et sœurs, là, vous, d'après ce que tu es en train de me dire là, non, ce sera difficile pour compter tout ça. Enfin, les frères et sœurs qui vivaient sur le même toit, on va dire. Ouais. Oui. Bon,
Dans ma famille, mon père Rifard, ma maman Nelly, nous étions 9, et puis la dernière qui est morte toute jeune, donc on étions 8. 8 Combien de filles, combien de garçons? 5 garçons et 3 filles. Là, on parle de ma famille, de mon père, hein. Oui. Mais on t'a parlé des grands-papas, ouais. Ah, tu parlais de ton grand-papa. On est arrivé. Ouais. C'est oui, tu as même consacré un roman, Rifard. Rifard Lordino, c'est ça. On va parler de ça après. Mais alors là, donc, t'es milieu, on va dire quand même assez aisé, quand même. Tout à fait, milieu aisé. Donc nous avions une maison dans laquelle il y avait des toilettes, donc ça n'a pas existé tout partout, quoi. Il y en avait très peu à l'époque, donc on était vraiment un milieu aisé. Mais ce fait d'être aisé ne nous dispensait pas d'effectuer les mêmes tâches que les autres copains du quartier. Oui, fréquenter les jeunes, jouer avec eux. Et puis les tâches ménagères aussi. Et puis les tâches faire manger balapin, faire manger baïta. Nous t'es capable de baïta. Ouais. Alors, ta scolarité primaire, est-ce que tu l'as faite? Et à la campagne ou bien au bourg de ça? À la campagne. À l'école de pain de sucre. Ouais. Dont le père était le directeur, je disais, et c'était une école extrêmement renommée. D'ailleurs, c'est elle qui avait, sur toute la campagne, sur toute la commune de Sainte-Marie, le meilleur taux de réussite, voilà. Primaire, au niveau primaire, voilà. Ouais. Et ensuite, tu descends, alors, le collège. Il n'y a pas de collège, il faut descendre au bourg, là. Il faut descendre au bourg, mais il y avait ce qui s'appelait l'examen des bourses. Auquel je me suis préparé, j'ai réussi et j'ai été admis directement au lycée Schellcher. Donc je n'ai jamais fait classe au bourg, je suis allé au lycée Schellcher directement où j'ai poursuivi toute ma scolarité. Ça m'intéresse toujours. Alors, arrivé au lycée Schellcher, nous arrivions tu as un petit complexe par rapport à ces bouts de la ville là, au lycée, tu as au de monde toute commune, mais tu as aussi ce petit côté urbain, tu découvres Fort-de-France ou quoi. Tu n'étais pas gêné, tu t'es intégré tout de suite. Tout de suite. Enfin, j'étais interne, il faut dire. Donc, je ne visais pas vraiment d'un Fort-de-France. Mais je fréquentais les copains qui étaient externes, donc ça allait. Nous allions le dimanche en sortie, on allait visiter Fort-de-France. On allait au cinéma au Pax. La promenade, on amenait les internes à la promenade. Également. Donc, ça, c'était une chose intéressante qui m'a beaucoup marqué. Un premier contact avec des gens différents, des gens de la bourgeoisie, disons, martiniquaise. Donc, tu as regardé, mais c'est bien que je disais, j'ai connu exactement le même parcours. Voilà. Mais enfin. Tu t'es intégré bien. Je me suis intégré. Et puis au lycée, justement, on peut rajouter un petit plus là-dessus. À partir du moment où tu es un bon sportif, etc., tu te fais remarquer, est-ce que tu peux dire lycée au fait sport? Non. J'étais un très mauvais sportif. D'ailleurs, je dois te dire que lorsque j'étais au lycée en éducation physique, je disputais la place de dernier avec un copain qui s'appelle Luc Nestoré. Alors, en fois c'était Luc dernier, l'autre fois c'était moi. Donc, sur le plan du sportif, j'étais mauvais. Cependant, à l'école de pain de sucre, nous avions beaucoup joué au football. Et j'avais apparemment des dons, puisque j'avais été nommé, bonne disposition, et j'ai été nommé avant-centre de l'équipe de pain de sucre, en vol de pain de sucre. Donc, on était qu'à faire du football, nous, contre les autres quartiers, ça allait bien. Mais les autres, le sport en général, c'était pas mon affaire, quoi. Donc, tu grandis au lycée Schellcher, etc. Tu te définis comment, quand même, parce qu'au lycée, il y a deux tendances. Soit au sens littéraire, classique ou moderne. Au sens classique ou au sens moderne? En moderne. Maths, oui. Pourquoi ce choix-là? Tu es né comme ça? C'est très curieux parce que je dis je suis moderne, mais les gens me considéraient comme un littéraire. Je ne sais pas pourquoi. C'est là la complexité. Mais j'aimais beaucoup lire, pas évidemment, j'aimais beaucoup lire, mais sur le plan scientifique, les maths, ça m'intéressait également. Donc j'étais un petit peu des deux, en fait. Un petit peu des deux. Moi, je me disais moderne, les gens me disaient littéraire, enfin, je m'accommodais bien de cette situation. Tu as passé un bac, quoi? Sciences expérimentales. Sciences ex, ouais. Un bac D. Un bac. C, c'est maths, D, c'est sciences naturelles. Ouais, mais attends, A, B. Non, B, c'est économie. Pas B. Il n'y avait pas non. T'as 3 seulement. T'as matélème, t'as sciences ex et puis t'as l'option littéraire, là. Voilà. Un bac A. Un bac A. Il n'y a pas encore de lettres à cette époque-là. On s'en vient encore, pas oublier ça. C'était en 1961. Ouais. 61, donc il n'y avait pas ces catégories-là. Tu n'as pas eu l'occasion de faire du latin, par exemple?
Non, j'ai pas fait de latin, non. Ouais. Bon, on continue, on laisse le Seychelles, donc tu découvres un monde différent, etc. Tes loisirs, tout le sport, tu vois, ça ne t'intéresse pas, le cinéma, la lecture. Le cinéma, la lecture beaucoup, le cinéma également, surtout les manques à Venivier, c'est plus difficile d'assimiler les choses. Donc c'est la télévision, le cinéma à la télévision, c'est ça mes loisirs pour l'essentiel, mais j'aimais également beaucoup la nature. Donc il y a une période qui était très intéressante quand on était enfant, bon, où on devait aller, nous allions, mon père avait un terrain, il était instituteur, directeur d'école, mais il avait également un terrain qu'il exploitait. Et quand il allait sur son terrain, le jeudi où il n'y avait pas classe, nous devions lui apporter son repas de midi. Donc nous aimions beaucoup ça parce qu'on lui portait le repas de midi, donc il dit, me mettait une viande là-dedans, il dit qu'il était un petit morceau de nous, et puis un petit morceau de viande. Donc c'était vraiment un machin extra intéressant. Mais il y avait également tout près de son terrain une rivière, la rivière Citron, où on restait pour pêcher de temps en temps. Et puis il y avait également la chasse aux oiseaux. On faisait avec des arbalètes, la colfouille, après on mettait la glie, voilà. Donc toutes ces choses-là m'intéressaient beaucoup également. Et voilà. Je l'ai beaucoup pratiqué quand j'étais enfant. Et même ton passage au lycée Seychelles, ça n'a pas altéré ces prédispositions là. Tu es un homme de la nature, etc. Absolument. Même là où tu es carré monté en commune, où tu es carré tourné en bois, quoi. Absolument, absolument. Ah ouais, c'est très, très, très important. Donc voilà. Et alors là, tu passes ton baccalauréat, tu m'as dit que tu es un scientifique, etc. Et puis les études. Alors là, ton choix. La santé, puisque après on va voir que tu es devenu pharmacien. Qu'est-ce qui a déterminé ton choix? Bien, c'était difficile. J'avais 17 ans quand j'ai débuté les études. Je venais de réussir au bac, mais j'étais encore dans ma tête un petit garçon. À cette époque-là, donc, je m'habillais en short, alors que tous les autres avaient déjà un pantalon. Mais le pater à la matière, j'ai décidé qu'au film, il peut pas. Donc, j'étais assez étonné comment on fit cette responsabilité de moi-même à l'extérieur. C'est la première fois que j'allais quitter la Martinique tout seul. Donc, je prends le bateau qui était Colombie à l'époque, m'en arrivé en France. Pour faire quoi? Ben, j'ai un oncle qui voulait que je fasse des études de médecine. Ça ne m'intéressait pas. Et je dis finalement que ça m'aurait fait, donc... Mais attention, quand tu es parti, tu ne savais pas encore ce que tu voulais faire. Parce que tu m'as dit que tu arrives, c'est tonton qui a proposé. Oui, je l'ai su juste avant de partir. J'ai fait mon choix juste avant. Pas de médecine, et je me suis destiné à l'enseignement. Je suis allé préparer une licence de sciences. Et puis au bout de 2 ans, ça ne m'a pas plu. J'ai réussi 2-3 certificats, mais ça n'a pas été qu'à changer. Je suis parti en pharmacie. Et c'est comme ça que je suis devenu pharmacien. Voilà. Tes études de pharmacie, tu les as fait tout ça à Paris même ou à Montpellier. À Montpellier. À Montpellier. Ouais. Donc, voilà. Une ville intéressante sur le plan universitaire, où j'ai recommencé à pratiquer le football avec les copains. Ben voilà. Mais seulement, c'est une ville où il y avait beaucoup d'étudiants. De racistes. Ah. Les gens qui venaient qui l'ont eu encore qui venaient de l'Algérie française. Du Maghreb, quoi. Voilà. Algérie, etc. Le Maroc, les Français qui étaient... les pieds noirs. Les pieds noirs. Il y en avait beaucoup qui étaient installés à Montpellier. Donc c'était un climat un petit peu difficile pour nous. Donc il y a eu quelques bagarres avec eux parce que ça était chaud, quoi. Ça était chaud. Problème de mentalité, quoi. Problème de mentalité, tout simplement. Donc enfin, on était très soudés entre nous, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, et puis il y a également des Africains, des Malgaches. Enfin, on s'est mélangés tous, et puis bref, ça a donné dans ma tête des résultats intéressants. Ça m'a ouvert sur le monde, en quelque sorte. Voilà. Mais n'oublie pas qu'on est en pleine période de décolonisation aussi, un peu plus tôt. Oui. Tu as les influences de Fanon, tout ça qui arrive, etc. Oui. Est-ce que ça t'a marqué également? Voilà, les gens qui commencent à lever le poing, là. Ouais. Là, en fait, mon père était communiste, membre du Parti communiste, donc j'étais déjà éveillé à la chose politique. À la chose politique. Et puis, la Martinique, il y a eu les gens que tu as cités, là, il y a eu Aimé Césaire, effectivement, et tout ça, à Sainte-Marie, à Montpellier, il y avait une association des anciens de Montpellier, à GEM, des étudiants martiniquais. Et bon, on discutait beaucoup, on parlait d'autonomie, on parlait d'indépendance, on parlait d'un tas de choses à cette époque-là. Donc j'étais très ouvert sur ces questions-là. Bon, évidemment... tu as eu l'occasion de fréquenter des gens comme Marcel Manville, etc. Ils venaient pas, ces gens-là, ils venaient pas à Montpellier quand même. Oui.
Non, pas bien. J'ai fréquenté Gilbert Gracian, qui est le frère de Georges, qui était à Paris, qui était venu. Et puis on n'a pas eu la visite de Manville et tout ça, non. Des gens comme Cabor-Masson, est-ce que tu as connu ces gens-là? C'est une génération avant, hein, quand même, on dit. Je l'ai connu, mais bien après Guy Cabor-Masson, je l'ai connu quand j'ai commencé la vie politique à Sainte-Marie, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, donc tu es à Montpellier, ça bouillonne, etc. Tu as déjà des idées, tu m'as dit que la chose politique commence à t'intéresser. Tu reviens en Martinique exactement quelle année pour pouvoir exercer ta profession? En 1969. Ouais. J'arrive à Sainte-Marie, il y a une pharmacienne, une demoiselle Tulle, Madame Razo, qui avait sa pharmacie, mais qui déménageait. Elle ouvrait une pharmacie à Terre-Saint-Ville. Donc il fallait naturellement qu'elle vende de celle de Sainte-Marie ou qu'elle la ferme. Je suis arrivé sans un sou en poche, bien évidemment, mais quand je n'avais pas de trouver de clients, elle m'a dit de prendre la pharmacie, de la payer comme je pouvais. Donc je l'ai payé au fur et à mesure sur les années. Donc j'ai commencé ce boulot à Sainte-Marie en septembre 1969. Donc là, les choses se sont passées. Je suis arrivé à Sainte-Marie, nec campagne certes, mais pharmacien. Alors là... c'est quand même, c'est comme des faits. C'est un notable. Voilà. C'est une autre configuration. Hein. Voilà. Ça t'es pas monté à la tête, non? Tu as toujours gardé tes manières simples ou... Absolument. J'ai pas changé. Jusqu'ici, je pense, je suis resté simple comme depuis le début. Voilà. Donc, ma pharmacie, j'ai commencé à travailler. Mon épouse, c'est comique parce que c'est une fille du Morne-Rouge. Alors on disait quand même, il a épousé une étrangère, on dessin, enfin bref, on s'en est pas offusqué outre mesure, surtout qu'elle était très gentille, ma femme également, avec les clients. Elle était pharmacienne également. Donc on a commencé à travailler ensemble, et puis finalement, elle a ouvert un laboratoire d'analyse, ce qui a permis de faire la commune offrir des services de santé beaucoup plus importants. Donc vous aviez un petit complexe médical, quoi. Il y avait le pharmacien, etc. Oui. De l'autre côté, le laboratoire d'analyse. Et puis après, il y a deux amis qu'on a connus à Montpellier. C'est François Rousselmain, qui est un gars du Morne-Rouge, Guy Emmanuel de Saint-Joseph, Français à Saint-Ville, enfin bref. Les anciens étudiants, partout, voilà. Ouais. L'un qui était médecin, Rousselmain, l'autre Emmanuel, ils sont venus s'installer à Sainte-Marie. Donc, et puis là, on a fait un petit centre médical, et puis c'était il était Raoul, habité Raoulin. Alors, mais justement, à ce moment-là, tu as implanté, tu as déjà, depuis Montpellier, je vais dire des idées politiques, etc. Tu ne faisais pas encore de politique, là, rentré Absolument comme pharmacien. Ouais. Absolument pas. Je ne faisais pas de politique. En plus, j'étais un garçon extrêmement timide. La politique, je voyais ce que mon père souffrait comme homme politique. Mon père est entré dans sa pièce tout le monde. Donc, je suis venu, j'étais là, et puis, ma foi, les choses se passaient tranquillement. Tu m'as parlé de ton père, justement. Oui. Après, on a vu que tu as écrit un livre sur ton père, Richard Lordino, avec un caractère bien particulier. Est-ce que tu as pris certains éléments du côté de ton père, le caractère, le côté orgueil, le côté fonceur, on ne va pas dire rancunier, mais le côté... Tu prends note à chaque fois. Est-ce que tu as pris tous ces éléments-là du côté de ton papa, Richard? Mon Dieu, pour répondre à cette question-là, c'est un petit peu difficile. Le côté fonceur, oui, parce qu'il nous disait, il nous répétait tout le temps, il faut toujours lutter sans cesse. Voilà. Donc, finalement, on voit l'image d'ailleurs. Oui, voilà. Lutter sans cesse. J'ai gardé ça. Et puis, le sens de l'autre. En tant qu'instituteur, il voulait que les enfants de son quartier Mansuc réussissent à l'école. Donc, il obligeait les parents à envoyer les enfants à l'école. Parce que les parents avaient tendance à leur dire de rester s'occuper des jardins avec eux. Donc, il a fait la tournée et il s'intéressait aux enfants, énormément aux enfants, pour les faire progresser. Parce qu'ils se disaient, si ils réussissent l'école, ils vont prendre l'ascenseur social, avoir une meilleure situation, et tout le monde sera content. Et j'ai conservé ce côté d'aller vers l'autre et d'aider l'autre. Donc j'ai ça en moi depuis toujours. Et d'ailleurs, mon épouse également a cette même chose-là. Et nous avons réussi d'ailleurs à transmettre ça à nos enfants. Donc... c'est un côté altruiste, quoi. Altruiste. Et en même temps, tu m'as dit un côté visionnaire. Tu as une vision à long terme. Tu vois derrière, quoi. C'est-à-dire, pas ça qu'a fait là, tu vois beaucoup plus loin que ça. Alors, en fait,
Beaucoup de gens m'ont considéré que j'étais visionnaire. Mais je n'ai pas du tout la conscience d'être visionnaire. Je faisais les choses qui me paraissaient utiles. À Sainte-Marie, il y avait peu de choses d'activités pour les jeunes, pour les enfants. Or, nous étions pères de famille. Enfin, nous étions une famille. J'étais père de famille. Nous avions 5 enfants. Alors, tout ce qu'on voulait faire en dehors de l'école, il fallait aller à Fort-de-France. Pour le carnaval, aller à Fort-de-France. Pour le cinéma, aller à Fort-de-France. Il y avait un cinéma Excelsior à Sainte-Marie, mais ça ne fonctionnait pas très, très régulièrement. Enfin bref, on dit bon, finalement, on va faire des choses pour l'ensemble des enfants, dont nos enfants vont eux-mêmes profiter. Donc, c'est ce côté... Alors, là, par exemple, on voit... Tu as quel âge là? Mon second homme, là, c'est mon petit-fils qui a aujourd'hui 28 ans. Tu étais pharmacien toujours ou une photo de nous regarder ça là? Mon Dieu. Est-ce que tu étais déjà dans la politique? J'étais déjà dans la politique. Depuis un moment, oui. Alors, la politique, parlons-en. Tu m'as parlé de ton grand-père, etc. De ton côté... Par exemple, tu m'as parlé de vie associative également. Est-ce que justement dans cette vie associative, il y avait des regards sur le sport, la Samaritaine, on connaît la Samaritaine? Oui. Je suis d'ailleurs assez rigolo parce que j'étais pharmacien et puis on avait une équipe de foot. J'ai repris le foot à ce moment-là avec des copains. Et puis, mais il y a deux copains qui étaient très engagés dans la vie politique. Il y en a un qui était pour l'indépendance, etc. Bon, j'allais avec eux et nous avons décidé de nous occuper de la Samaritaine parce que les résultats n'étaient pas bons. On a dit bon, on va à la Samaritaine. On les prend l'équipe en main, quoi. Voilà. Alors nous allons à une réunion assemblée de la Samaritaine et puis nous revenons à des gens qui sont des envoyés de la municipalité qui considèrent que nous préparons les élections contre eux. Donc, ils ont dégagé nous et c'était vraiment violent, quoi. Donc, et on a échappé de justesse à quelques coups de choc. Bon. Donc, on a laissé tomber, en tout cas, nous avons laissé tomber la Samaritaine et on a fait une petite équipe, une amicale Samaritaine Initiative avec laquelle on faisait notre sport entre copains. Mais sur le plan associatif, ce qui était important pour nous d'abord, pour moi d'abord, c'était occuper des élèves, parce que dans l'école, la situation n'était pas très bonne, et nous avons monté une association de parents d'élèves dont j'ai été le président, et ça a permis d'améliorer les conditions d'enseignement dans toutes les écoles de la commune. Bon, et ça, c'est intéressant. Et j'avais d'ailleurs à cette époque constaté que nous payions une cotisation, mais qui allait en France. On était membre de la Fédération des parents d'élèves Cornec. Donc, l'argent nous appartient en France, mais pour qui ça nous parle ça. Alors, j'ai dit, bon, mais aux amis, on va créer une fédération martiniquaise de parents d'élèves, ce que nous avons fait. Bon, cette fédération, elle existe toujours, a pris un autre nom, mais elle existe toujours. Mais les nostalgiques sont restés avec Cornec. Mais ça a été une action positive. Mais ce qui était, sur le plan associatif, le plus important à Sainte-Marie pour l'avenir, c'était l'organisation du carnaval. Alors, mon père était président d'une association mutualiste qu'il avait créée, ça ne marchait pas très bien, comme mon partenaire avait pas grand-chose à faire, je suis allé dans l'association pour l'aider. Et puis, dans cette association, au fur et à mesure que je regarde, il y a des choses à faire. Le carnaval n'est pas très vivant à Sainte-Marie, alors qu'il l'avait été avec Jérôme Maire, qui avait été maire pendant peu de temps, pas très longtemps à Sainte-Marie, mais qui était très, très actif. Il y avait un carnaval très vivant, très, très, apprécié des Samaritains. Elle dit, bon, on va faire le carnaval. On a fait le carnaval, et puis, extraordinaire, un succès tout à fait inespéré, qui là a fait penser à la municipalité que une des choses se préparait contre elle et que j'étais candidat aux élections. Mais justement, on y arrive. Alors ton association, on va dire, dans le tissu social, où j'ai fait un petit coup dans le sport, dans le carnaval, on se dit là, l'année, on a commencé, j'ai des affaires, nous. Là, pratiquement, il y a en politique, il a senti que sont en candidat d'un jour là. Oui, parce que mon père en plus était communiste. Il avait été candidat à plusieurs reprises. Il était dans la politique active, donc il dit ah non monsieur chien pas fait chat, monsieur qui est venu ensemble. Mais justement, tu vas me raconter tes premières expériences au mandat municipal. C'est-à-dire comment tu te présentes avec quelle équipe et puis comment on va présenter aux élections municipales. Alors, la situation était particulière. Nous avions comme maire à l'époque Camille Petit, qui était député, qui était médecin, et son cabinet de médecine était à Paris,
rue de la Croix-Niver à Paris. Donc il était le plus souvent à Paris, médecin et député, qu'à Sainte-Marie. Et à Sainte-Marie, donc ça c'est une des équipes, c'est l'avant-dernière équipe que j'ai. C'est la dernière même. Je vois derrière un ancien collègue Joseph Odonaye. Voilà. Gestionnaire au collège de Basse-Pointe. Voilà, exact. Oui. Donc nous étions. J'ai perdu le fil. Non, tu te présentes aux élections, etc. Tu me dis que tu commences à rassembler tes troupes, etc. Oui. Donc, mais Camille Petit, tu m'as parlé de lui, Camille Petit qui était là. Ouais. Et les gens, enfin, ses adjoints, ses conseillers ne donnaient pas satisfaction à la population. Donc tout le monde était aigri, vraiment, ça n'a pas dégamaché. Fréquemment, il y avait des délégations qui venaient envahir la mairie pour voir le maire, bon, ça ne marchait pas. Et en face, il y avait une équipe de jeunes dont je faisais partie, qui promettait beaucoup. Parce qu'en plus, on parlait tout à l'heure du centre médical avec mes amis Roussel et Emmanuel. Laboratoire plus machin, etc. Oui. Nous avions créé un centre commercial en face de la mairie. Pourquoi? Parce qu'on voulait créer un centre médical, simplement, mais le terrain disponible n'était pas vendu par parcelle. On dit, notre capant, tout le monde ne pas rien. On a tout pris, on a créé un centre commercial. La salle qui existe encore aujourd'hui. On dit, monsieur, c'est un milliardaire déjà, donc, et puis il avait nous. Et là, on a commencé à m'embêter. Un carnaval, ils ont décidé de torpiller le carnaval. Boycotter ça. Et il y a des troupes qui sont organisées pour venir nous attaquer. Bon. Violent, quoi. Violent. Donc j'ai eu l'information et je suis allé en parler au député maire Camille Petit. Donc, il a calmé tout le monde et les choses se sont très bien passées. Bon, finalement, on va amener l'autre élection arrivée, élection conseil général, j'y vais pas. Mon père me demande d'y aller, je dis, je n'y vais pas. Mon pas qu'à faire politique, bon, finalement. M'en parler, mais il y avait ensuite les élections municipales, et j'ai pas pu me dérober, parce que tout le monde considérait que j'étais un bon candidat, mes amis me disaient, faut y aller, même madame, moi, était qu'à dire, moi, finalement, j'ai toujours su que tu ferais de la politique, et bon, c'est le moment de te décider, tu y vas ou tu n'y vas pas. On dit, bon, finalement, compte tenu de cette situation, je suis obligé d'y aller, donc j'y vais. Et je suis allé informer le député maire de cela. Il m'a dit, ah bon, c'est bon, d'accord. Et puis, il s'est retiré, il a laissé place à quelqu'un d'autre. Et puis, nous, Goumen, on a mené une campagne extraordinaire, au cours de laquelle je me suis découvert moi-même. Alors, nous avons fait campagne, nous avons fait élection, mais il faut qu'on aller faire conférence. Oui, l'expérience. Il faut qu'on fasse conférence. Et puis les conférences de ton talent d'orateur. Non, pas jamais fait prendre la parole devant le monde, voilà. Tu avais l'habitude de tenir contact ou ça. Je parlais devant des machins, des parents d'élèves, devant que j'étais mais aller faire en conférence, je n'avais jamais fait ça. Mon cas fait en conférence, moi, commencé à parler, et bon, quand tout le monde devant moi, il a écouté moi. Pas un mot, il a écouté moi. Et c'est quand j'ai fini de parler, c'est mon cas souqué quoi yo, et puis il y a une des trois qui a applaudi. Je dis merde, qu'est-ce qui s'est arrivé moi? Et au fur et à mesure, les choses sont amplifiées. Les gens sont venus écouter ce bonhomme extraordinaire qui parle, qui dit des machins. On n'applaudit même pas parce que c'est ça qu'il dit, ce sont des messages qui sont arrivés dans le cœur des gens. Mais monsieur, ça me fait penser à quelqu'un justement qui peut exactement. Ça s'appelle le charisme, c'est-à-dire que c'est pas de l'hypnose sur la foule, mais c'est mon à couteau, qu'on va dire quoi, parole. Voilà. Et puis n'oublie pas qu'il y a un élément très important, Sainte-Marie. Tu as le monde du bout, mais tu passais dans tous les quartiers certainement. Absolument. Tu as imaginé? Absolument. Alors, montant de la campagne, ce qui était déjà un avantage pour les gens de la campagne, qui. Mais c'est important dans le potentiel voilà, absolument. Et aux élections d'ailleurs, il y a eu le bourg qui a voté essentiellement pour le candidat sortant de la droite donc, et un seul quartier qui était le quartier Pérou. Alors pourquoi c'était le quartier Pérou qui était pour le marché? C'est parce que là, c'est là que vivait Concept Lapierre, qui était membre de l'équipe municipale Camille Petit. Donc, il avait une emprise sur le quartier que l'on devine aisément, et tout le monde était pour la droite. Donc, dans tous les quartiers, nous avions vraiment Mont-des-Esses notamment. Mont-des-Esses. Quand tu gagnes Mont-des-Esses, à la limite, là où mène une Mont-des-Esses là descend, tout le monde ouais. Alors on a eu une difficulté là parce qu'il y avait un candidat la première fois, socialiste, qui s'appelait Emmanuel Sermin. Emmanuel Sermin a été devancé. Pourquoi? Parce que les deux élections, en 1971, il y a eu des élections municipales, donc on pensait que Camille Petit serait battu. Il a été réélu.
Non pas parce qu'on en a voté pour lui, mais parce que la fraude qui était courante à ce moment-là a permis de le faire proclamer élu contre l'autre. La fraude était tellement grossière qu'on a annulé l'élection. En 1972, on refait l'élection. Cette fois, en 1972, Emmanuel Serbin est sûr de gagner. Il se dit qu'il va gagner, mais à condition qu'il enlève de sa liste un gêneur qui s'appelle Riffard Lordino. Il mettait Riffard dehors, et puis 72 y allait. Et nous étions, nous, je parle de mon épouse et de moi-même, nous étions déjà pharmaciens, on habitait au sud de la pharmacie. Et de notre pharmacie, nous voyions passer des gens armés, là, t'es chaud le monde, là, quoi. Bon, on appelle les gendarmes, ils n'ont pas qu'à bouger. Donc les choses étaient vraiment très dures. Mais au résultat, pareil, Camille Petit est proclamé réélu. Pourquoi? Parce que Emmanuel Serbin est resté caché à Mont-des-Esses en attendant qu'on lui dise « Tu as gagné, viens ici ». Mais combat a pété, si le chef n'est pas là, comme au Caroumain. Donc ils ont perdu les élections comme ça. Et ils pensaient gagner la fois en 1983, mais bon, c'est là. Avec l'équipe, une équipe de jeunes qui n'avaient jamais fait de politique. Hein. On a dit, bon, on rassemble tous ceux qui veulent, et puis on a gagné comme ça, quoi. Mais justement, tu es dans une commune qui est marquée, justement, par la vie politique, pas oublier la Gosilière, tout le monde là. Oui. Tu es dans un secteur rural, etc. Et cette vie politique-là, tu t'es manifesté quand même assez tard, quand même. Hein. Bon, comment ça t'a gêné au départ, hein? Il était là, mon pas envie, oui. Plus exactement. Pourquoi? Parce que j'étais un garçon extrêmement réservé. Introverti. Voilà. Alors, on m'a dit, politique, ça m'intéresse pas. On m'a dit, à 2 ans de l'élection, je savais pas du tout que j'irais. À 1 an, bon, je me suis décidé parce qu'il fallait le faire. Hein. Comment un petit jeune homme là, nous quoi c'est pas où là, non? Si vous avez fini élu député, il a parti de l'Assemblée nationale. Donne-les 2 ans, Laurent. Tu as toujours regardé ça, l'élégance ou un main habillé corps bien, Eh bien, oui. Je ne savais pas que j'étais élégant, mais j'ai découvert ça à l'Assemblée nationale, précisément, parce qu'on demandait des photos pour mettre... oui. Et m'envoyer une petite photo que j'ai vu passer tout à l'heure, là. Madame, une collègue députée m'a dit, mais je comprends pas, un gars élégant comme toi, pourquoi c'est cette photo que tu donnes? Elle m'a regardé comme moi dans la classe et j'ai constaté qu'effectivement j'étais élégant. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il a le sens de l'humour. En plus, hein. Alors, monsieur Lordino s'installe à la mairie avec son équipe. On vous a vu défiler tout à l'heure, c'est pas c'était les mêmes. Et alors là, tu as une équipe bien construite, tu as des gens qui te suivent. Oui. Tu as tous les niveaux, ni d'agriculteurs, ni de la campagne, ni intellectuels, instituteurs, enfin bref. Tu avais une équipe complète qui pouvait brasser tous les secteurs. Ouais. Absolument. Alors, nous sommes mis au travail parce qu'on était venus pour une mission bien précise qui était de redonner à Sainte-Marie, qu'on appelait à ce moment-là la poubelle de la Martinique, lui redonner sa fierté. Jean Sainte-Marie était qu'à dire, c'est une malédiction qui dit Sainte-Marie, rien payé jamais marché, donc ça va bon. Donc nous sommes venus pour refaire ça. Et la première tâche, ça a été de construire des routes, d'amener l'électricité, d'amener de l'eau. Ça manquait. L'équipe précédente avait construit des écoles. Mais les besoins primaires, les besoins de la population n'étaient pas du tout satisfaits. Donc c'est ça nous fait. Et on l'a fait très très rapidement, mais avec des moyens limités. Donc arrivé à une commune qui a un très lourd déficit. Alors comment faire? Faire des routes. Alors, on a décidé d'imaginer une nouvelle technique. Au lieu d'envoyer les services municipaux faire des choses, on a demandé aux gens qui avaient besoin de routes, on vous donne des matériaux. Et puis, vous venez vous-même construire vos routes. Ça a été une opération coup de main qui a été menée à très grande échelle. Toutes les routes de quartier ont été faites comme ça. Voilà. Excepté 2 ou 3 qui étaient déjà réalisées. Non celle du Pérou, par exemple, mais les autres ont été faites comme ça. Par les habitants eux-mêmes. L'opération, d'ailleurs, avait été beaucoup médiatisée à l'époque par Mano Louzobi, et cette opération coup de main était extraordinaire. Mais nous tenions nous faisions des malins quand même, parce que comme on n'avait pas d'argent pour acheter du béton prêt à l'emploi, on achetait du tout venant, du ciment, et puis des bétonnières. Donc,
On travaille, mais ça n'allait pas vite, évidemment. Mais tout le monde était en travail, donc c'était bon. Les femmes portaient des choses à manger, à boire, etc. Donc c'était une excellente ambiance qui était créée autour de ça et autour de cette nouvelle équipe municipale. Donc les choses se sont développées comme ça. Tu vois, une petite halte. Tu vois, dans ce que tu es en train de me dire là, c'était pas des. Il n'y a pas des goudrons dans ces routes-là. C'était des chemins. Voilà. Tu sais, il y a une différence. On m'expliquait ça, justement, le chemin dans les quartiers, etc. Et c'est pas des grandes routes où tu as circulé, poids lourds, tout ce cas Non. Mais c'était quand même important. Absolument. Absolument. Alors, tu continues tes ambitions. Et alors là, on montre mon photo en député, cette histoire de député-là. Comment l'idée t'est venue à la tête? De te présenter, on dit, bon, on y en assise, on y en gros commune, donc on va faire un coup de député en l'air. Voilà. Là, les choses se sont présentées comme ça parce que le maire de Sainte-Marie, avant moi, avait toujours été député de la circonscription. Depuis l'époque de Petit. À Petit, il y avait eu Véry, avant Véry, il y avait eu Lagozilé. Donc c'était une grosse commune. Une tradition. Voilà. Et l'évolution politique à la Martinique faisait que, on avait des circonscriptions de députés avec, ici, dans le Nord-Atlantique, Michel Renard, qui était député du Nord-Atlantique. Bon, Michel Renard, c'était un ami très proche de mon père. Très proche de mon père, et il était qu'à manger de temps en temps ensemble, il était qu'à inviter l'autre, enfin, c'était très bien. C'est mon père, il était beaucoup plus jeune que mon père, c'est mon père qui l'avait introduit en politique, il avait été maire, élu communiste du Marigot, plus jeune maire de France, par exemple, ça, bien. Mais, il y a un baril qui est fait, c'est que les jeunes s'étaient progressivement réveillés et on a créé l'OJAM, Organisation de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique, dont mon frère Roland, qui est décédé déjà, était membre. Alors, il était fait le bagaille, et Michel Renard a dit le patéa, bon, ce que je te propose, il faudrait que tu fasses un commando avec tes fils pour qu'on aille, pour animer quelques actions. Alors, les fils en question, c'était Roland, Jean, Gabriel et moi. Bon, le patéa dit, mais non, je ne vais pas faire ça. Il a dit non. En 6 semaines après, il a écouté la radio, RTF, ça. L'ORTF. Il avait encore RTF, voilà. Michel Renard, qui a déraillé ces boucles de jambes là. Il a dit, bon, les gars, pour glacer, camarade, mon vieux frère, il a dit, me faire un commande de pays moyen, et puis, ça, il a dit. Donc, il y avait déjà un contentieux. Mais oui, une cassure, c'est sûr. Alors, je deviens quand même député, pourquoi? Parce que nous étions à Sainte-Marie, une ville extrêmement importante, parce que nous avions, c'est grâce à nous que Aimé Césaire avait pu être réélu président du conseil régional en 1986. Oui. L'explication était simple, la gauche avait perdu des voix dans toutes les communes, sauf à Sainte-Marie où elle avait progressé. Et on est arrivé à une situation où la droite avait 20 sièges et la gauche 21. Et le 21e siège a été attribué par ce que les résultats de Sainte-Marie ont montré que finalement c'est la gauche. Donc nous avions cette place importante. Mais ces bougs-là, enfin les bougs-là, on regarde les copains, PPM, socialistes, communistes, sauf pas les communistes, ils n'ont pas un même moins. Parce que finalement, monsieur qui a parlé, etc., ma campagne, où je parlais comme orateur, les gens le goûtaient, c'est un bonhomme qui est dangereux, quoi. Il ne faut pas trop le pousser. Alors, là, nous arrivons dans bagaille élection député, et on a dit, bon, finalement, Aimé Césaire va rester député avec ton suppléant. Dans le sud, Maurice Doguet va rester député avec ton suppléant. On va créer une circonscription, on a créé une circonscription dans laquelle on va mettre Claude Lise avec ton suppléant. Et puis, reste au Nord-Atlantique, on va mettre, Guy Lourdino, il est obligé d'y aller parce que c'est lui qui a le plus de chances de gagner. Mais on va lui imposer un suppléant communiste. Mon cas dit, mais mon parent, n'a rien ça. Qui m'a dit, non, je vais avec mon suppléant. Donc, résultat, je suis allé avec mon suppléant, mais j'ai eu contre moi un candidat socialiste, un candidat communiste. Bon, je suis quand même arrivé devant, et au deuxième tour, j'ai battu Michel Renard. Donc, mon venu député, et puis, Thibaut Poulet à Otaléa, c'était moi qui étais dans notre place. Tu me rappelles quand même les dates, tu entres à l'Assemblée en quelle année? En 1988. 88. Alors, là, on va arriver sur un élément important. En avril 90, lors de ton mandat de député, d'un côté de l'Assemblée,
Tu demandes une prolongation de l'utilisation de la chlordécone à la demande du président de la SICABAM, etc. Alors, c'est de me raconter cette affaire-là. Oui. Comment est-ce passé? C'est un petit peu plus tard. Mais malgré l'interdiction du pesticide sur le sol français. Alors, explique ça. Voilà. C'est une histoire, mon gars, parce que... Ah non, mais alors, tu constates que ça fait la une, comme on dit. Hein, voilà. Bon, alors, l'histoire est la suivante. La Martinique, à cette époque-là, sa principale exportation, c'est la banane. Mm-hmm. On exporte la banane, et puis dans des containers, et ces containers reviennent chargés de marchandises pour les supermarchés ici. Oui, la consommation, quoi. La consommation. Ça signifie que quand il arrive le conteneur chargé de marchandises, il repart avec la banane. Donc, tu importes de la marchandise et le conteneur repart chargé, donc c'est pas toi qui payes le retour du conteneur. Mm-hmm. Donc ça permet de diminuer le coût de la vie. En même temps, il y a environ plus de 15 000 personnes qui vivent de la banane. Donc c'est extrêmement important pour nous de poursuivre la culture de la banane. Toutes les organisations agricoles, de petits planteurs, de moyens planteurs, me demandent, comme aux autres parlementaires, d'intervenir pour prolonger l'utilisation de la chlordécone parce que sans quoi on est foutu, ça disparaît. Je me suis. Oui, je suis parfaitement. Tous les petits planteurs, il n'y a pas la SICABAM dedans. Tous les petits planteurs. Les petits planteurs, ouais. La SICABAM n'a pas besoin d'un député pour pouvoir... pour défendre ses droits. Ses intérêts, on va dire. Ses intérêts. Il faut se rappeler que lorsque François Mitterrand, président de la République, est venu ici, à Martinique, pour recevoir George Bush, président des États-Unis... Oui, à Oléritz. Ouais. Il est c'est Giscard Oléritz, ça a reçu Gerald Ford avant. Mais Mitterrand, lui, a reçu Bush chez Bernard Ayotte, à l'habitation Clément. Donc c'est Bougda. Ils ont directement accès au machin, il n'y a pas besoin de pièce députée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé de prolonger, on m'a répondu non. Réponse officielle, publiée au journal officiel, on m'a répondu non. J'avais demandé 5 ans, on m'a dit non. Quand c'est interdit, on prolonge de 2 ans automatiquement, mais c'est tout. Donc ma réponse était négative, on finit avec ça. Et puis 15 ans après, il y a un rapport qui est établi sur l'utilisation du chlordécone, et puis on voit que j'étais intervenu. J'ai un ami, entre guillemets, de gros guillemets, qui s'appelle Louis-Joseph Moscou, qui fait campagne, Guy Lordino a prolongé le chlordécone. Donc il y avait tous les jours... Mais c'est cette image-là jusqu'ici, je suis sûr. Je suis sûr qu'on... Je suis sûr que j'ai cette image-là. Mais, mon cas d'ici, c'est mon cas réfléchi, c'est parfaitement ridicule. Je suis né à Pensuc. J'ai grandi à Pensuc. À 10 mètres de la maison, il y avait une bananerie. Traité par des avions, épandage aérien. Oui, je me rappelle. À C'est bête rentré en Kaila, ça pollue tout le machin, ça tue les arbres fruitiers, etc. Donc, je suis déjà prévenu contre ça. J'habite ensuite à Saint-Jacques, pas très loin d'une plantation bananière. Donc, OK, habite à Saint-Jacques, je reçois l'eau qui vient qui est distribuée à tout, comme tout le monde, quoi, dans laquelle il y a du chlordécone. Bon, jusqu'à aujourd'hui, il y en a encore. Il y en a toujours. Et c'est ce que je consomme. Je consomme les fruits et légumes du pays. Il n'y a pas de dacine je consomme ça. Alors, qui m'a dit, moi, qu'a dit, moi, tu sais que ça t'est dangereux. Alors, moi, ça vie dangereux, moi, qu'a demandé pour prolonger quand même, alors qu'on m'a mangé. Ou qu'à manger, mais M. Lordino, il y a un bagage aussi très important, ou dans le secteur de la santé, ou sans pharmacien. C'est mon cas de comment il y a un homme de la santé en Martinique, en Bougla-Campagne, ça fait nous ça. Ouais. Alors, tu portes tout, c'est plus que Jésus, de rapporter 4 corps là d'eau. C'est ça, regardez, alors que finalement, le chlordécone a été roulé, personne ne savait ça, enfin, publiquement, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Le gouvernement le savait. Mais dans le public, enfin moi-même, j'étais fort pharmacien certes, mais je ne connais pas tout comme pharmacien, on ne me dit pas. Bon, pas ça. Donc j'ignorais totalement la composition du chlordécone, je savais simplement que c'était interdit et j'avais dit, j'ai fait la demande, on m'a répondu non, c'est terminé. Donc je n'ai absolument rien à voir dans cette affaire. Mais tu te dédouanes de ce truc-là.
Comment? Ou quand dédouaner quand on dit là, c'est-à-dire. Je n'ai rien à voir dedans. Rien à voir dedans. Non, et en plus, je précise que parmi les gens qui m'accusaient, il y a beaucoup qui étaient des agriculteurs et qui ont utilisé la chlordécone. Qui ont distribué également aussi. Distribué. Qui faisaient semer ça dans leur plantation par des ouvriers qui n'avaient pas l'équipement nécessaire. Ouais. Donc ces boucs-là, bon, ils sont responsables véritablement de la contamination de certains ouvriers, alors que moi je n'ai jamais utilisé un gramme de chlordécone nulle part. Mais on a besoin de boucs émissaires dans cette affaire-là, enfin bien évidemment. Alors, ils ont bien choisi. Ouais. Alors, on a 90, tout ça, c'est une affaire qui est d'actualité. Si vous avez parlé des petits moments, il est montant à la radio dernièrement. Mais en 2020, donc 30 ans pratiquement après la polémique de la chlordécone qui a été soulevée, enfin bref, on a fait des bouquins là-dessus. On te retrouve donc sur une polémique sur le génocide par substitution. Un terme césarien, au départ, quand César avait déjà exposé. Alors on se dit, bon, mais l'ordino, quand il change le cheval de bataille, etc., est-ce que c'est en quelque part pour acheter quoi? Ou lancer quoi de bataille là? Vous dites que, mais finalement. Acheter comme pour qui ça? Hein? C'est-à-dire que, mais oui, parce que le génocide par substitution, c'est l'arrivée des. Oui. On ne doit pas être. Oui. Alors, pourquoi, justement, explique-nous pourquoi tu as soulevé ce truc-là. 2020, donc, bon. Enfin, grand saut dans le temps. Bon, depuis 2008, je ne suis plus élu. Ouais. Bon, maire, donc j'ai été conseiller municipal pendant 6 ans après, mais je ne suis plus élu. J'ai pris ma retraite politique, mais je regarde l'évolution du pays. Et je constate que les élus qui sont en place depuis ne se préoccupe absolument pas de l'avenir véritablement de notre pays. Donc, qui a fait, on va dire, finalement, de temps en temps, je publie un papier disant, ben voilà ce que je pense, la situation, c'est celle-là, que faisons-nous? Bon, que font nos élus? C'est tout. Donc, génocide par substitution, Césaire en avait parlé, de manière très forte. Et le regardé, on a constaté qu'il a fait. Mais c'est ça, il a fait. J'ai dit, il a fait. Ouais. Alors, je publie ce papier je demande à Joseph Naudin de publier ce papier dans le journal électronique. Il le publie. Le journal en ligne. Voilà, oui, ce journal en ligne. Et ce papier est lu par la présidente de France Télévisions. Et il a dit, monsieur, tirez ça. Il a tiré. Pourquoi? Parce que dans le même temps, il y a une association d'avocats à Paris qui a décidé de porter plainte contre moi pour j'oublie ça, enfin, racisme, enfin, j'oublie le terme. Accusation mensongère, voilà. Bon, finalement, on t'a attendu, il n'y a pas faille, finalement, parce que quand tu relis le papier, attention, je dis qu'il y a ce génocide, mais je dis aussi qu'il y a beaucoup de Blancs qui viennent ici et qui sont intégrés et qui font le travail que nous-mêmes, Martiniquais, nous professionnels de faire. Dans les écoles, par exemple, quand il y a des ateliers périscolaires, on demande aux élèves d'aller faire des voyages à Sainte-Lucie. Oui, dans la Caraïbe, etc., études de la langue en immersion chez des familles. Ou activités sportives, comme ça. Les Martiniquais n'y vont pas. Ce sont des Blancs qui animent ces ateliers-là, bénévolement. Les Martiniquais, syndicats, disent, bon, finalement, si on ne nous plaît pas, on n'y va pas. OK, c'est payé, ou on va pour bâtir en maillot, ou pas aller parce qu'on ne veut pas payer. Alors que les Blancs qui sont là, donc il y a des Blancs qui sont très bien. Dans le domaine de la santé, donc si tous les Blancs disparaissent, on n'a plus personne. Donc c'est ridicule de m'accuser de racisme là. Il s'agit d'un fait que l'on constate. On constate que dans les écoles, il y a de plus en plus d'enseignants blancs. Ils ne peuvent enseigner que la culture qu'ils ont acquise de leur pays. La culture martiniquaise n'est pas enseignée. C'est simplement ce que je dis. Je le fais remarquer. On arrive dans la dernière ligne droite là. Alors, un élément, il y a des éléments très importants. Bien évidemment, un drapeau national, etc. On fait concours, toute qualité. Donne-moi ton regard sur cette affaire-là. Sur le drapeau national. Tu fais un drapeau national. Je dois te dire, quand j'étais député, j'ai fait une demande à l'Assemblée nationale pour créer un drapeau sportif. Aux Jeux olympiques, les athlètes d'outre-mer, notamment antillais,
rapportait beaucoup de médailles à la France. Et je disais que ce serait bien que ces médailles, que ces athlètes défilent dans la délégation française avec un drapeau distinctif. Oui. Bon. Le drapeau, enfin, il faut bien définir les choses. Un drapeau. Mais qui serait un drapeau bleu, blanc, rouge avec des marques distinctives dessus. Donc, je dis que ce serait intéressant. Attends, ce serait un drapeau bleu, blanc, rouge, qui garderait les couleurs de la République. Oui, mais avec une marque spécifique pour l'outre-mer. Oui, ça permettrait donc à tous les athlètes de se sentir mieux représentés. Ils quelque chose de particulier. Ouais. Je présente ça à l'Assemblée nationale et on me répond, bon, ça se discute. Donc, grâce à cette intervention, pour la première fois, et l'unique fois, je passe au journal national de France 2. De France 2, et on demande au président du comité olympique français de répondre. Lui répond, il a mis ça à la fête, quoi. Ouais. Mais c'était important. C'était à la demande d'athlètes antillais que j'avais fait cette demande-là. Ouais. Si ça avait été accordé, nous aurions eu un drapeau sportif peut-être, mais derrière lequel l'ensemble des Martiniquais pourraient se retrouver pour créer une conscience martiniquaise véritablement. Bon, ça a été refusé. Ouais. Bon, depuis quelque temps, il y a eu Marie-Jeanne, il y a maintenant la chimie qui crée un drapeau. C'est tout à fait ridicule. On demande aux gens de voter. Combien de gens qui votent? On a dit il y a peut-être un peu plus de 20 000 votants sur ce dernier projet. Sur le nombre de Martiniquais, ça n'est pas représentatif. Donc tu penses que c'est une mise en scène là? Je pense que c'est de la couillonnade. Alors on arrive dans la dernière ligne droite. Alors là, tu vas t'adresser au public, à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Comment tu vois l'avenir de ce pays-là, de la Martinique, l'avenir des jeunes, de la société, avec tous ces aléas de violence, de drogue, la situation des femmes, les réseaux sociaux. Donc, tu as 2 minutes, on va dire, pour pouvoir t'adresser aux téléspectateurs, sur tous les éléments que je t'ai donnés là. Oui. Alors, 2 minutes pour m'expliquer. Alors, c'est une situation extrêmement difficile. Nous avons un pays dans lequel les jeunes, en grand nombre, s'en vont, ne reviennent pas s'installer au pays, donc ne font pas d'enfants. Résultat, ceux qui sont déjà âgés, ils n'ont qu'à venir plus en plus vieux, et puis il n'y a personne pour s'en occuper. Qui prendra véritablement la relève de cette génération de Martiniquais que nous avons connue? Qui pourra diffuser véritablement la culture martiniquaise, alors que de plus en plus de non-Martiniquais viennent s'installer au pays, viennent faire pratiquer l'enseignement, alors que les emplois qui sont proposés ici ne correspondent pas à la formation, qui est inexistante pour la plupart des Martiniquais, en tout cas inadaptée. Donc, on ne voit pas comment on peut véritablement s'en sortir. Nous sommes en plus dans un pays qui se situe dans la Caraïbe. Nos relations privilégiées se font avec l'Europe, avec la France. Si en Couriveni, c'est pas la France nous parle, c'est normalement à Sainte-Lucie, Dominique, Saint-Domingue, que nous pouvons être accueillis. D'autant plus que nous avons un péril qui nous menace, c'est le réchauffement climatique avec la submersion de toutes les côtes. C'est-à-dire que la mer va gagner sur les terres et que beaucoup de maisons vont disparaître. La population va être diminuée, va être obligée d'aller ailleurs. Et notre professeur ici, Pascal Safache, le répète constamment et personne ne tient compte de cela. Si il faut que cette population aille ailleurs, qui côté il peut aller? C'est dans les pays environnants, c'est dans les pays de la Caraïbe, c'est en Guyane qui est tout à côté. Donc, à mon avis, notre seule chance, c'est de faire en sorte que tous les Martiniquais se rassemblent, en y incluant les Békés, car ils sont également Martiniquais, se rassemblent pour dire nous voulons que la Martinique soit martiniquaise et dirigée par des Martiniquais. Aujourd'hui, elle est dirigée par une équipe de métropolitains, avec à la tête le préfet. Il faudrait que cela change et que nous ayons véritablement un pouvoir en martiniquais, dans le cadre des institutions existantes, bien évidemment. C'est là notre seule chance de salut. Merci, monsieur Guilherme, mesdames et messieurs, vous voyez, il a le charisme et il aime son pays. Ça, c'est très, très, très important. À très bientôt. Que sont-ils devenus sur Zouk TV?